enchaîner directement. On va parler évidemment d'un sujet que Styros maîtrise à la perfection. On va revenir un petit peu sur le cyclisme. On va commencer par Paris-Nice avec la victoire de Jonas Vingegaard qui n'a pas eu d'adversité, on va pas se mentir. Est-ce que ça te surprend, Axo, que sur un Paris-Nice quand même qui est l'une des plus grosses courses de début d'année, un gars comme Vingegaard s'impose avec 5 minutes d'avance finalement sur Daniel Felipe. C'est Est-ce énorme. que... Ah, Vas-y. oui, dis-moi. Non, je disais, est-ce que toi, c'est un coureur que tu suis beaucoup avec le Tour de France, avec cette rivalité avec Pogacar? Est-ce que le vélo, comme ça, t'as vraiment un œil? Ne me dis pas que tu suivais au moment d'Eddy Merckx ou de Poulidor, sinon c'est fini. Alors, je suivais à l'époque de Richard Virenque. Ah, puis, on est dans la même génération à peu près, quand même. Hein. Ouais, on est à l'époque il y avait tout le temps le maillot à poids, c'est ça? Le maillot à poids, Non, le maillot... tout à fait. Ouais, maillot à poids, ouais. Maillot à poids, ouais. Jalabert, Gianni Longo aussi. Ouais. on est à peu près toujours entre 95 et 2000, c'est pas mal. Et bien là, entendu, tu le règne d'Armstrong aussi. Le règne d'Armstrong, qui n'existe plus à le règne. Hein. Il a été rayé, lui. Hein. C'est le seul qui a été rayé, même si certains autres auraient peut-être pu mériter aussi. Certains Bierneris, etc., avec des taux d'hématocrite il t'aurait fait péter un éléphant, le copain. Mais bon, il n'y a que Armstrong qui a pris pour tous les autres. On va dire que ça a été lui le vilain canard. Est-ce que toi, un gars comme Vingegaard, sur la dernière étape, qui se fait quand même taper par le français Lenny Martinez, on a envie de lui dire chier quand même, parce que bon, il a voulu jouer, il a perdu, tant pis pour sa gueule. Mais est-ce que ça t'impressionne quand même que Vingegaard soit déjà à ce niveau-là dès le début de saison? C'est toujours impressionnant. Après, si tu pouvais me comparer ça, alors je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais cet exploit-là, le comparer à un exploit footballistique, histoire que je puisse me faire un ordre d'idée. On va dire que c'est comme en début de saison, un gars comme Mbappé qui va marquer 15 buts en 8 matchs de championnat. On va dire que c'est un bon début. Là, des écarts comme ça sur un Paris-Nice, je pense qu'il doit être dans les 3-4 plus gros écarts de Paris-Nice depuis la création de Paris-Nice. Donc on est sur un bon écart. Même. Oui, en général, ça joue entre 30 secondes et 2 minutes. Il n'y a pas non plus des difficultés de fou. Dans Paris-Nice, ça dure qu'une semaine. C'est pas le Tour de France. Là, il y en a eu 84 Paris-Nice depuis le début. Voilà, je dirais que c'est la 3e ou 4e plus gros écart entre le 2e et le  3e. Je sais pas ce que va nous dire Styros, on doit être dans ça à peu près, non? Là, je crois que c'est le plus gros écart depuis les années 30 ou 40, je sais plus, j'ai vu la stat passer, mais c'est dans ces eaux-là. Donc, en général, on a plus l'habitude de voir des 30 secondes, 1 minute, voire 2 minutes. Tu vois, sur des Jorgensen, les dernières années et tout. Là, tu vois, c'est quand même un très gros écart. Alors, ne nous mentons pas, l'adversité, je sais pas ce que va nous en dire Styros. T'en as pensé quoi de cette adversité? En fait, l'écart, il est un peu faussé, on va dire, parce que il y a eu beaucoup de faits de course. Il y a eu la météo aussi. Genre sur une seule étape, il met 3 minutes au deuxième, au général. Donc, ça a été un peu faussé. Il y a eu l'abandon de Ayuso, abandon de Only aussi, chez Ineos. T'as Vauclin qui a pris une bordure à un moment donné, du coup il a pris 4 minutes en une seule étape. Vingegaard a été très très fort, hein, et la victoire il la mérite, mais les écarts ont été un peu faussés par tout ça quand même. Ouais. Après, il a quand même une science de la course, notre ami Vingegaard. Hein. On n'en parle peut-être pas assez. Il est souvent bien placé, il fait peu d'erreurs, contrairement à d'autres coureurs, etc. Parce qu'il faut les avoir, c'est-à-dire que la bordure, il est au bon endroit. Pour Vauclin, alors que Vauclin, il regarde un petit peu les pâquerettes à côté à ce moment-là, plus la météo, qui est vraiment, si vous n'avez pas vu la météo de ce jour-là, franchement, t'as pas envie de faire du vélo dans ces conditions-là. Clairement, t'as pas envie d'être là, t'as envie d'être chez toi en train de boire un petit cacao chaud. Ça a été un petit peu compliqué. Néanmoins, ça t'impressionne pas quand même qu'il soit aussi en forme aussitôt? Parce que Paris-Nice, souvent, on a plus souvent connu Vingegaard, moi j'allais dire moyennasse, je suis méchant, mais on va dire bon. Ouais, là, je l'ai trouvé très bon, moi, personnellement. En vrai, Vingegaard, en dehors du tour, il est pas aussi dominateur que Poga, par exemple, sur les autres courses, tout le reste de l'année. Vingegaard, on l'a déjà vu se faire taper plusieurs fois, donc oui, là, ça va lui faire du bien à lui, pour la saison. Après, tu l'as dit, l'adversité, bon, j'ai rien contre Martinez, contre Steinhauser, mais ils font 2 et 3, c'est pas la grosse adversité qu'on a déjà eue sur les autres Paris-Nice. Encore, Daniel Martinez, c'est pas mal. Steinhauser, c'est cool, on va dire. Voilà. Et après, on voit Kevin Vauclin et Lenny Martinez qui font 4 et 5.
Cette dernière étape, avec cette victoire de Lenny Martinez, est-ce que Lenny Martinez, on peut attendre de lui que ça soit peut-être pas un GOAT, peut-être pas un Paul Sexas, mais vraiment très fort? Parce que moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai des doutes sur Lenny Martinez. Je le vois comme Nalban Durand, un gars qui peut taper n'importe qui dans le peloton, mais sur une journée. C'est-à-dire qu'à la deuxième journée, il n'y aura plus rien dans les jambes et c'est finito pipo et ça sera un coureur d'exploit. Bah, Axo, il en parlait un peu tout à l'heure. Lenny, je le vois plus comme un Viran qu'en vrai à l'époque. Ouais, il va péter comme ça ou aller chercher une énorme étape en prenant le maillot à poids par la même occasion, en montant les 4 color catégories. Moi, j'ai un peu ce doute-là. Alors, le seul avantage par rapport à d'autres Français, pour ceux qui connaissent pas trop Lenny Martinez, c'est qu'il est bon en contre-la-montre. C'est un peu comme Paul Sexas. Nos derniers Français sont un peu meilleurs en contre-la-montre. Hein. C'est pas l'air Pinot, Bardet, même si Pinot avait été quand même champion du contre-la-montre, champion de France du contre-la-montre. C'était pas un pan non plus, mais bon, voilà. C'est pas Bardet, on va dire. Sur un contre-la-montre, il va pas perdre 3 minutes. Bon, si, peut-être sur Evenepoel, mais ça, Evenepoel, c'est encore une autre catégorie. C'est-à-dire qu'il peut mettre 3 minutes à tout le monde. Mais c'est des bons coureurs en contre-la-montre. C'est-à-dire que s'ils sont bien placés au général, normalement, ils ne devraient pas être ridicules face à d'autres coureurs du top. Ouais, même Vauclin, hein. T'as parlé de Martinez. Ouais, Vauclin, c'est pas mal aussi. Bah, les Français, les jeunes Français qui arrivent dernièrement, ils sont un peu plus complets que les Pinot, Bardet à l'ancienne. Donc, il y a déjà un peu plus de chances qu'ils ramènent des petites courses déjà d'une semaine avant de penser au grand tour. Ouais. Après, bon, on s'enthousiasme toujours un petit peu. Là, bon, tant qu'on va parler un petit peu de Paris-Nice, on va revenir un petit peu en retrait, parce que bon, il faut qu'on en débriefe un petit peu. Il y a quand même eu ces Strade Bianche avec cette deuxième place de Paul Sexas. Est-ce que tu as suivi un petit peu, Axou, ou pas du tout, ce début de saison? C'est un peu notre GOAT. On va pas se mentir, tu vois. C'est le Zidane du vélo. C'est-à-dire qu'on sait qu'il arrive depuis 1 an et demi, 2 ans. Ouais. L'année dernière, sur le Dauphiné, il nous fait une masterclass. Puis derrière, il finit 3e du championnat d'Europe. Derrière quand même Evenepoel et Pogacar, c'est pas derrière Tata Sudane encore une fois. T'as pas du tout suivi à quel point là vraiment il est annoncé parmi les plus grands, et là Strade Bianche J'ai entendu parler, ouais. J'en ai entendu parler. Parce que bon, je regarde pas mal, un petit peu l'actualité, tu vois, je feuillette machin, je vois. Et c'est vrai que, ouais, j'ai quand même vu et qu'apparemment, ouais, c'est très propre, hein. C'est très très propre. Ouais. Et toi, Styros, est-ce que tu fais partie de l'emballement médiatique ou tu essayes de rester le plus loin possible pour pas trop t'emballer et être déçu? Parce qu'on en a connu des coureurs français où on a annoncé. Alors, rarement à ce niveau-là quand même, on va pas se mentir. Moi ça fait quand même 30 ans que je suis de vélo, j'avais vu Pinot comme ça arriver, Bardet arriver, etc. Mais une telle aura à 19 ans, j'ai pas mémoire personnellement. Il faut s'emballer, hein. Tu parles de Pinot, Bardet, mais Pinot, Bardet, quand ils arrivent à son âge, ils gagnent une étape en échappée, ils te font un petit truc sur l'année par-ci par-là, mais lui il est direct au meilleur niveau. Derrière Pogacar, c'est déjà l'un des meilleurs. Donc s'il faut s'emballer pour quelqu'un, c'est pour Sexas, hein. Je dis pas qu'il va gagner le Tour cette année, l'année prochaine ou quoi, mais pour l'avenir, il sera là. Là on est sur un niveau. Je pense que dans le chat vous allez en bouffer du Paul Sexas en espérant, moi, toucher du bois, qu'il se blesse pas, qu'il ait pas de problème, etc. Faut tout toucher quand même, parce que là ça serait quand même vraiment une catastrophe. Tu peux nous dire un peu ses prochaines courses à Paul Sexas? Est-ce qu'on en connaît un peu plus? Sexas, il est prévu sur le Pays Basque, normalement, là dans 2 semaines à peu près, début avril. Et après, il va faire les Ardennaises, donc Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Voilà. Alors, il fait pas l'Amstel, hein, on est d'accord, il fait que. Non, pas d'Amstel, je crois. Ok. Donc là, pour ceux qui suivent pas trop, là, ce week-end, ça va être Milan-San Remo, mais on va y revenir dessus. Et après, on va enchaîner. Ça va être Tour des Flandres, Paris-Roubaix, donc ce qu'on appelle les Flandriennes. Et après, on passera sur les Ardennaises avec Amstel Gold Race, Flèche Wallonne le mercredi et Liège-Bastogne-Liège, avant d'aller sur le Tour d'Italie. Tour d'Italie dont Vingegaard va faire partie. Ça te surprend qu'il fasse le Tour d'Italie? Non. Bah, et là, avec la Vuelta de l'an dernier, s'il gagne le Giro, il aura les 3 grands tours déjà. C'est juste pour faire chier Pogacar, quoi, en gros. Bah, le faire chier, sûrement qu'il l'évite aussi un peu, hein. Parce que depuis 2 ans,
Il va à chaque fois sur les courses où il y a Pogacar, il se fait un peu raser, donc je pense que ça peut lui faire du bien de l'éviter. Il sera quand même sur le Tour après le Giro, mais moi, je pense que son objectif principal, c'est le Giro. Ouais, c'est de le remporter et d'avoir ces 3 grands tours de remporter, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare, on va pas se mentir, hein. Il y a quand même pas mal de coureurs qui l'ont fait dans le passé, mais ça resterait quand même un exploit des temps modernes. Il n'y en a pas eu tant que ça qui l'ont réussi. Dans les grands tours, tu suis un peu tous les grands tours, Axo, ou non, vraiment, comme beaucoup de Français, on va pas se mentir, hein, qui suivent le Tour de France Tour de France, et seulement ouais, Tour de Tour de France? France. Moi, c'est le Tour de France. Après, c'est le traditionnel Tour de France, quoi, qu'on regarde quand on est gamin chez papy, mamie. Et du coup, forcément, oui, même encore, je suis un petit peu. Mais sinon, à part ça, je t'avoue, même, d'ailleurs, je vais profiter pour vous poser des questions. En gros, il y a combien vraiment de courses majeures, on va dire, parce que là, il y a le Milan-San Remo qui arrive. Là, on parlait du Paris-Nice. Après, il y a le Tour de France. Qu'est-ce qu'il y a, il y a quoi d'autre Après, c'est des étapes entre... d'un jour, c'est ce qu'on appelle les 5 monuments. L'Estrade Bianche, là, Ouais, c'est ce qu'ils appellent le 6e monument. On va laisser parler Styros, hein, c'est quand même lui le spécialiste. Mais voilà, il y a des grands monuments, et après, il y a les grands tours à côté. Il va te les citer, hein, regarde. Allez, le ouais. premier. Bon, Strade Bianche, ça rentre pas dedans. Est-ce qu'on peut dire, Styros, que c'est le 6e ou pas maintenant? Ouais, bah, la course est un peu jeune. Pour être monument, je pense qu'il faut aussi un peu d'histoire, Ouais. Elle est chouette quand des même, courses, on va pas se des mentir. courses Elle est anciennes. chouette. Ah ouais, bah c'est l'une des plus belles courses de l'année à chaque fois, mais Avec bah, moi cette je fais petite partie arrivée, de la là, dans la team. petite ville, avec la petite montée, là, on aime bien, là. Ah ouais. C'est plutôt sympa. Donc, bah, pour répondre à Axo, vas-y, dis-nous les monuments, en dehors des 3 grands tours, hein, Vuelta, Giro et Tour de France. En gros, Axo Monument, t'en as 5 dans la saison. Ouais, T'as San Remo, puis t'as Tour des Flandres et Roubaix qui sont 2 courses pavées. ouais, Euh, Roubaix, puis ouais. puis t'as Liège-Bastogne-Liège un peu plus tard, c'est généralement fin avril. Et après, tout à la fin de saison en octobre, t'as le Lombardie. Et ça, c'est les 5 D'accord. monuments. C'est les Ok. 5 courses d'un jour les plus C'est les importantes. courses d'un jour. Ok, ça Course d'un marche. jour. Là, ce qui fait la particularité de Milan-San Remo, bah, tiens, on va se mettre sur Milan-San Remo, c'est que la course, c'est très, très, très longue, hein, on va pas se mentir, les courses ne font que diminuer en termes de longueur. On voit, hein, sur les derniers tours, etc., pour avoir quelque chose de plus télévisuel, pour que ça soit plus un peu nerveux, etc. Les étapes sont de plus en plus courtes, hein. Sur le dernier Tour de France, je crois que la plus grande étape, ça devait être 210 ou 215 km. Même les contre-la-montre ont été bien réduits. Quand j'étais jeune, un contre-la-montre, c'était 60 km. Maintenant, c'est plus 30, 35, 40 km et encore. Et bien là, Milan-San Remo, ça en fait 200, 280, c'est quelque chose comme ça, je crois, 271. Ouais, on est quasiment à 280. 300. Ouais, c'est un peu des courses d'antan comme on a pu vivre au début des premiers Tours de France, où ça se faisait 3000 km en 6 étapes, etc. Bah, c'est pour ça que c'est un monument, parce qu'on voit, hein, la difficulté n'est pas énorme, hein, sur un Milan-San Remo, mais c'est la fatigue, c'est-à-dire que bah, après 7 heures de course, hein, parce que ça dure à peu près 7 heures, bon, bah, les organismes sont quand même un petit peu fatigués, et on finit par la Cipressa et le Poggio, qui sont 2 petites montées, hein, pour les coureurs qu'il y a là. Honnêtement, c'est des petites montées. Toi, tu l'aimes bien cette course, Milan-San Remo? Ça annonce un peu le début de saison pour toi? Ah, Milan-San Remo, c'est le plus beau final de l'année. Après, bon, on va pas se mentir, tous les 270 premiers kilomètres, on fait la sieste, on regarde, on fait des choses à côté. Mais après, les 20 derniers kilomètres, quand tu arrives au pied de la Cipressa, c'est les 20 plus beaux derniers kilomètres de la saison. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas, est-ce que ça va être un puncher? Est-ce que ça va être un descendeur? Est-ce que ça va être un sprinter qui va s'imposer? J'ai mis, hein, un peu les favoris, hein, pour ce Milan-San Remo avec Mathieu Van Der Poel, qui est grand favori derrière Tadej Pogacar, juste derrière Ghana, Pidcock, Romain Grégoire, un autre français, hein, qui a fait 4 Australiers, et Mathieu Brennan. Et derrière, ça va être du Wout van Aert, du Jasper Philipsen. Et on voit des punchers comme un puncher rouleur, puncher sprinter, comme Wout van Aert, Jasper Philipsen qui est un sprinter. Mathieu Van Der Poel qui est tout. On va pas se mentir, Mathieu Van Der Poel, on peut pas le cataloguer, il est trop fort. Pogacar qui est puncher mais également vainqueur de grand tour. Donc c'est un peu la chance à tout le monde, hein, Pidcock, hein, roi de la descente, et aussi très bon puncher. Est-ce que tu vas regarder, mon Axo, ce type de course ou pas du tout? C'est possible parce que j'ai trouvé intéressant dans la mesure où, bah, a priori, de ce que j'ai compris, Van Der Poel, en gros, il a déjà gagné 3 fois.
si je dis Ouais. pas de bêtises. Et Pogacar, en gros, bah, c'est un peu le seul qui lui manque. Et ils sont au coude à coude, c'est les deux favoris. Donc ça peut être intéressant. Après, il peut y avoir aussi des outsiders. Et comme tu disais, ouais, c'est une course en fait où tout peut arriver. Et c'est là que c'est justement intéressant pour quelqu'un comme moi qui suit plus trop. Et pour le coup, même Styros l'a dit, c'est certainement une des plus belles. Donc ouais, franchement, c'est possible, hein. Bah, surtout C'est Van Der demain. Poel pour nous quand même. Van Der Poel, Hmm. Papy Poulidor, nous. Moi j'ai été prof de sport à Saint-Léonard, la maison de Poulidor est en face du collège, hein, collège Ouais. de Saint-Léonard, donc Papy Poulidor pour nous, voilà. Pour moi il est français, Mathieu Van Der Poel, faites pas chier, hein, il est français, voilà. Après, bon, eux seront peut-être pas d'accord, mais je m'en bats les couilles, voilà. J'habite dans le 87, Poulidor, je l'ai vu je sais pas combien de fois dans ma vie. Poulidor, petit-fils, Mathieu Van Der Poel français, il n'y a pas de blablablou. Voilà. Après, ça, malgré qu'il était très fort sur Tirreno, ça va être dur hein, quand même pour Mathieu Van Der Poel. Parce que Pogacar, on a vu sur l'Estradier, c'est encore solide. Hein. Il va attaquer de plus en plus tôt. Je sais pas où il va nous attaquer cette année, Pogacar, mais il essaye de plus en plus tôt. Il va nous attaquer à 150 km de l'arrivée. On va bégayer Pogacar. Mais bon, non, j'exagère un peu. Mais toi, t'en penses quoi, Styros? C'est qui ton favori pour toi? Mathieu Van Der Poel quand même? Impossible que Ouais, Pogacar le lâche? bon, impossible. Ouais, je pense qu'on peut jamais dire impossible avec Pogacar. Mais je pense que ça risque d'être compliqué. C'est celle qui lui échappe. Les pentes sont vraiment pas dures au final dans la Cipressa El Poggio pour lâcher Van Der Poel. Ouais, il y a que Mais du ce 8 qui et va 9% pour ceux qui regardent le ouais. pas. Voilà, c'est vraiment, et encore, c'est vraiment sur 300 mètres. Hein, c'est vraiment, c'est ultra. Et encore 300 mètres, je suis peut-être même gentil. Hein. Mais demain, ce qu'il faudra faire attention, c'est que pour le moment, si ça ne change pas, ils annoncent gros vent de face à partir de la Cipressa. Et ça peut changer toute la course. Est-ce que tu peux Si on a expliquer aux un... gens pourquoi le vent a une telle importance dans le vélo? Par exemple, là, quand on dit vent de face, c'est-à-dire que bah, les coureurs, si quelqu'un sort, il va se prendre le vent dans la gueule, et s'il n'est pas derrière un coéquipier, etc., bon, bah, ça va quand même le ralentir énormément. Est-ce que tu peux expliquer un peu tout ce côté un peu aérodynamique? Parce que dans le chat, bah, peut-être qu'ils suivent le vélo, mais sans comprendre des fois pourquoi bah, le gars n'attaque pas de 80 km de l'arrivée. Et encore maintenant avec Pogacar, ça a un peu changé cette histoire-là. Bah, en gros, on va prendre l'exemple de l'année dernière, Van Der Poel, Pogacar et c'était Ghana avec eux, je crois. Ils partent dans la Cipressa à 3 avec bon, le peloton, les autres outsiders qui étaient derrière eux. Sauf que là, cette année, si ça change pas, ils vont avoir vent de face dans la Cipressa quasiment tout le long et même un peu après. Et bah forcément, un groupe de 3, ils vont prendre le vent dans la face, ça va être compliqué pour eux. Et si derrière, il y a un groupe assez conséquent qui arrive à se relayer avec des équipiers, qui arrive un petit peu à se protéger du vent au final, on va envoyer les équipiers rouler en tête de groupe, les leaders, eux, ils vont être un peu plus protégés derrière. Bah, ça peut tout changer, ça peut un peu rabattre les cartes. Je suis pas sûr que Pogacar et Van Der Poel comme l'an dernier, arrive à résister au retour de derrière s'il y a vraiment vent de face, un très très gros vent de face. Moi, mon avis impopulaire sur le vélo, je pense que ni Mathieu Van Der Poel, ni Tadej Pogacar vont remporter Milan-San Remo et que ça sera un coureur derrière, c'est-à-dire que ils vont réussir à un instant T à se sortir, mais comme tu dis avec le vent de face, moi je vois surtout quelqu'un sortir du peloton. Et moi, si je devais miser une pièce, ça serait sur Jasper Philipsen. C'est ma grosse cote. Je pense qu'il peut nous faire, comme d'autres sprinteurs l'ont fait dans le passé, etc. Deux cadors qui vont se marquer et qui finalement, un sprinter va réussir à gagner sur la ligne. Et à mes yeux, Jasper Philipsen, à part peut-être Milan, il n'y a quasiment pas mieux en termes de sprinter. Et quand il est en forme, Jasper Philipsen, il est injouable. Toi, c'est quoi ton avis impopulaire, mon petit Styros? Est-ce que déjà, pour toi, ça sera soit Van Der Poel, soit Pogacar? Bon, je pense qu'il y a 90% de chances que ça soit l'un des deux. Mais avis impopulaire, moi j'espère que du coup, avec le vent, les deux vont un peu se casser les dents dans le finish. Et j'espère revoir un petit groupe groupé avec des petits sprinters, des mecs qui vont assez vite se jouer la gagne. Ça fait quelques années on les voit pas. Avec Pogacar qui fout le bordel généralement. Et Ouais, je bah me c'est ça. dis, pourquoi pas le petit Paul Magnier. Est-ce qu'il s'est remis de sa chute, Paul? Bah, je sais pas trop, mais logiquement, c'est un sprinter qui passe très bien les bosses, donc Cipressa Poggio, ça va pas poser de problème. Faudra juste être placé. Est-ce que son équipe aura des équipiers autour de lui aussi dans le final pour l'aider? Ça va être important aussi. Mais ça serait beau,
un petit outsider comme Paul Magnier, un Milan, un mec qui va vite dans le finish. Ouais, un petit sprinter, ça changerait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un sprinter s'imposer quand même sur Milan-San Remo, on va pas se mentir. Bah, depuis Desmar, est-ce qu'il y a eu un sprinter qui s'est imposé? Vraiment un pur sprinter, hein, je parle. Bah, Philipsen, on peut le considérer pur sprinter, mais ce jour-là, il était tellement fort. Il me semble qu'ils arrivent à moins de 10 à l'arrivée, donc Ouais, c'est ça, je c'est que considère même pas ça Philipsen, il comme un peut tout sprint. gagner. Hein. Sur un Paris-Roubaix, honnêtement, il peut être peut-être pas aussi fort qu'un Van Der Poel, mais je pense qu'on n'imagine pas les capacités d'un Jasper Philipsen. Je pense que ce garçon, même lui, je pense qu'il sait même pas jusqu'où il peut aller. Bon, il est un peu arrogant, on a vu quand même dans le storytelling de l'émission. Je sais pas si tu as suivi un peu sur Netflix les 3 saisons qu'il y a eu, ou 4 saisons même, du Tour de France. Mais tiens, attends qu'on est sur ça. Est-ce que tu l'as aimé ce type d'émission? Est-ce que de voir un peu les coulisses comme ça t'a plu? Ou ils ont voulu trop en faire Netflix, un peu comme Drive to Survive pour la F1, et finalement c'était tellement un peu scripté que c'était même pas intéressant à suivre. Bah, si tu suis toute la saison, si tu rates aucune course de l'année, tu regardes le tour de A à Z, il y a des incohérences, mais je pense que c'est pareil. J'ai pas regardé les séries sur la F1, mais je pense que c'était pareil. Pour les fans de F1 qui regardent tous les GP, C'était ils pire voyaient sur les la F1 parce qu'ils incohérences. tentaient de faire un peu de bagarre entre les coureurs. Ouais. Donc entre les pilotes. Ils ont pas trop fait ça quand même sur le vélo. Il n'y avait pas trop d'incohérence, c'était plus de créer un peu des dramas entre coureurs. Ils étaient plus dans cette optique-là. Mais dans tous les cas, ça reste de très, très bonnes séries pour les personnes un peu plus novices qui commencent à s'intéresser au vélo. Franchement, c'était une bonne chose. C'est dommage que ça s'est arrêté. Ah, c'était un peu triste. T'as regardé ça, ce type de série un peu sportive? Il y avait eu autour des Bulls hein, à l'ancienne, mais sur du récent. Bah là, il y a Drive to Survive sur la F1. Là, il y avait sur le Tour de France. T'as suivi un peu sur Netflix comme ça ou sur d'autres programmes hein, le sport, Axo, ou pas du tout? Voir un peu les coulisses comme ça du sport de haut niveau, comme à l'époque, les yeux dans les bleus, parce que bon, je parle à un connaisseur des années 95-2000 avec Axo. Hein. Depuis tout à l'heure. Alors, dernièrement, j'ai regardé le. Alors, c'est individuel, mais j'ai regardé le reportage de Nasri, Samir Ouais, Nasri, qui était pas mal. où on est. Ouais, ouais, il était excellent, hein, j'ai bien aimé. Et pour ceux d'ailleurs qui ont Enfin, maintenant on le connaît en tant que consultant sportif, mais pour ceux qui avaient des a priori sur le joueur, sur son comportement ou autre, allez voir parce que franchement, l'histoire, elle est magnifique. Et franchement, moi, ça m'a touché vraiment. Et j'avais regardé également Anelka à l'époque. Et là, j'attends celui de Ben Arfa. Après, sur des sports, sur du collectif, non. Mais par contre, je suis carrément chaud parce que la dernière fois, je regardais un petit peu les onglets là sur Netflix. Et c'est vrai qu'il y a des trucs sympas. Et c'est pour quelqu'un qui connaît pas trop, c'est cool en vrai. C'est cool. Ah bah il y a plein de personnes qui... Alors, sur le vélo, ça n'a pas eu le même impact malheureusement. Par rapport à la F1 où il y a beaucoup de F1 tics qui sont arrivés un peu, c'est les footix de la F1 ou des cyclics, je sais pas si on dit comme ça en vélo, C'est ça, ouais. qui sont arrivés. Sur le vélo, on l'a moins senti, c'est-à-dire que moi quand je regarde beaucoup Twitter, je suis le vélo depuis bah, maintenant 35 ans avec mon père, j'ai commencé, j'avais 6 ans. J'ai pas vu trop ça. En F1, ah si, en F1, les F1X, des gens qui connaissaient rien à la F1 qui mettent des avis, c'est même plus impopulaire, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens, on en voit beaucoup. Sur le vélo, ce serait plus Tyros qui pourrait nous dire, est-ce que t'as senti un impact de cette série un peu Tour de France, où des gens se sont mis à découvrir le vélo, et bah, des fois avec des analyses un petit peu pas assez poussées, on va dire, ou pas du tout, t'as pas eu cette impression-là, parce que toi qui fais que du vélo, hein, t'as cette impression ou pas? Bon, un petit peu, mais pas autant que sur la F1. Après, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, hein, voir des nouvelles personnes s'intéresser au vélo. Au final, c'est une bonne chose, hein. Même Tout à fait. si, du coup, forcément, ils vont avoir peut-être des avis un peu à côté de la plaque par moment et tout, mais bah, forcément, ils se suivaient pas avant. On a tous commencé à un moment. Tout à fait, tout à fait. Je me souviens, j'étais passé sur un télé l'année dernière où ça parlait de Julien Alaphilippe. Et je me disais, mais les gens, ils suivent pas assez, c'est pas possible, parce que vraiment, ils le voyaient tous gagner les premières étapes du Tour de France de Ouais. l'année dernière. Je sais pas si tu te souviens. Et Ouais. moi, j'avais répondu à 2-3 gars, dire, les gars, calmez-vous, parce que Julien, c'est plus le même Julien. Vous l'avez connu il y a 2-3 ans, c'était le monstre.
bon, ça va être plus dur quand même. Et je me souviens, j'étais passé sur ton live, c'était l'année dernière, juste avant le Tour de France, juste avant les premières étapes, où il y a beaucoup de gens qui voyaient, et c'est là où je m'étais dit quand même, ah oui, il y a beaucoup de gens qui suivent vraiment que le Tour de France, parce que Julien, c'est un petit peu fatigué, c'est méchant, parce que bon, c'est quand même l'un des plus grands coureurs français qu'on ait eu sur ces 20 dernières années, et même un monstre, on va pas se mentir, 2 fois champion du monde. Si tous les gars avaient pu avoir son niveau là, on aurait kiffé. Donc c'est pas mal quand même de voir quand même que certaines personnes... Est-ce que dans le chat, pour vous, le vélo, ça se résume au Tour de France ou pas? Toi, Axo, tu nous as dit, ouais, c'est plutôt ça. Vraiment, le truc du vélo, c'est le Tour de France. Et après, c'est vrai que les autres monuments, c'est moins intéressant. Ou en tout cas, tu regardes un petit peu moins. Je sais pas si m'a entendu, Axo. Ah, je pensais que tu parlais au chat. Ouais, je regardais un peu le chat en même temps. Je suis comme Axo, il y a Bebe qui dit. Non, il y en a qui regardent, je suis pareil que Axo. Après, c'est vrai, on va pas se mentir. C'est toujours la problématique des coureurs français. C'est-à-dire qu'un coureur français qui va performer dans des courses, mais s'il est pas bon sur le Tour de France, l'impact que ça aura sur sa saison est énorme en termes de sponsors, en termes de mercato. C'est-à-dire que Vauquelin, heureusement, qui gagne, ou en tout cas qu'il est performant au Tour de France, parce que pour ceux qui n'avaient pas vu, il a fait des choses exceptionnelles en saison. C'est-à-dire que même le gars, c'est un peu le régionne d'un Valverde, surtout d'un Julien Alaphilippe. C'est-à-dire que sur une flèche wallonne, il est monstrueux sur ce type de montée. Mais c'est vrai que de finir deuxième derrière Pogacar, ça fait pas vraiment parler de soi. Alors que ceux qui suivent le vélo à l'année, on savait bien que Vauquelin, sur ce type de montée, il est... s'il n'y avait pas Pogacar, ça serait le meilleur. Je sais pas ce qu'en pense Tyros, mais s'il n'y avait pas Pogacar... Ah Vauquelin, je pense que c'est la course qui lui correspond le mieux, la Flèche Wallonne. Bien punchy comme ça, le dernier kilomètre bien dur à 15%. J'espère pour lui qu'il en gagnera au moins une. Mais Vauquelin, surtout, c'est sur les courses d'une semaine. Genre, tu parlais des autres courses de l'année dernière. Juste avant le Tour, 2 semaines avant, il fait le Tour de Suisse. Il a une étape de le gagner. Ouais, ça passe pas, malheureusement. Non. Et malheureusement, malgré toutes ces bonnes performances, s'il n'y avait pas eu le Tour de France, personne connaîtrait Vauquelin. Personne. J'exagère, mais on va dire que 95% des Français. Est-ce que ça te désole, ça, Styros, quand même, toi qui suis le vélo au quotidien, de voir à quel point le Tour de France a un impact énorme sur un coureur? C'est-à-dire que s'il réussit son Tour de France, il va être ultra mis en avant, et si au contraire il passe à travers, même s'il fait tout bien dans toute la saison, pour les gens ça restera un loser du Tour de France, quoi. Bon, non, comme Godu. Ça me désole pas trop. Le problème du vélo, c'est que si tu t'y intéresses pas à 100% toute l'année, il y a tellement de courses. C'est pas comme le foot où chaque équipe joue le week-end, une fois par semaine, en milieu de semaine en Ligue des Champions, tout ça. Il y a tellement de courses. Toute l'année, il y a 2 courses par jour, limite. Donc, si t'as pas envie de t'y mettre à 100%, c'est dur de suivre toute l'année, quoi. Et forcément, le Tour de France, c'est populaire. Axel le disait tout à l'heure, tu étais petit, tout le monde a regardé avec ses grands-parents le Tour de France. La mamie qui t'emmène au bord de la route quand le Tour passe à côté de chez toi. On veut le bon cochonou quand même, hein. On le veut quand même, le bon cochonou. Je l'ai pas eu, moi, putain. C'est vrai? Je l'ai, je t'en donnerai, j'en ai plusieurs, je t'en donnerai plusieurs. Dans la nouvelle maison, ils sont passés, ils même pas fichus. Après, il y en a, ils ont une poche pleine. Terrible. Il y en a vraiment, ils sont posés au rond-point, une poche pleine. Et ils sont barrés. Putain, j'étais dégoûté. Ah merde, t'as pas eu de bol. Parce que franchement, ils avaient été généreux ces dernières années. Même le Tour du Limousin, ils ont été sympas. On est reparti, on avait une poche entière. C'était à Panazol, là où t'habitais avant, quoi. Ouais. C'était sur la mairie de Panazol. Dans le chat, alors puncher, ça veut dire juste c'est quelqu'un qui va être extrêmement performant pour accélérer en montée, mais sur des montées courtes. C'est-à-dire c'est pas sur une ascension de 15 km. C'est-à-dire que Julien Alaphilippe était le meilleur puncher du monde avec Valverde à une époque, c'est-à-dire sur une montée de 1, 2, 3 km à 8 à 10%, 15%. Ces coureurs-là sont juste exceptionnels. C'est-à-dire, c'est un peu des coureurs 200 mètres, 100 mètres. C'est des coureurs extrêmement explosifs. Bon, on va dire plus 200, 400. Parce que bon, les sprinteurs, eux, sont vraiment les vrais sprinteurs. C'est comme les coureurs de 100 mètres sur un truc. On va dire c'est les coureurs de 400 quasiment des punchers. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas assez bons sur du plat. Mais dès que ça s'élève un tout petit peu sur des efforts courts, entre 2 et 5 minutes, ils seront imprenables, quoi.
Voilà, c'est ça que ça veut dire puncher. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une bordure? C'est en gros, c'est quand il y a du vent. Et en fonction du vent, comment il arrive, quand il arrive de côté, en fonction de comment va se mettre le peloton et comment va se mettre les premiers coureurs, si tu accélères, si tu mets le coureur derrière dans le vent, ça va créer ce qu'on appelle des cassures. Et c'est ça une bordure. En général, ça va être sur une route qui va être complètement dégagée. Il ne va pas y avoir rien du tout sur les côtés ou en bord de mer, etc. Et bien, il y en a une, exactement, là sur Paris-Nice, il y a une bordure qui s'est faite. Et c'est comme ça que s'est fait avoir Vauquelin. Malgré une fin d'étape exceptionnelle, il a toujours été à contre-courant de l'étape. Et malheureusement, aussi bon qu'il a été. En plus, le problème, c'est que cette étape-là l'a énormément fatigué pour la fin de semaine. C'est-à-dire qu'il a mangé beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on dit sur une étape, sur des tours de 1 semaine, 3 semaines, bah, ça fatigue. Et bah, ce que tu auras dépensé en énergie, bah, tu ne l'as pas à la fin. Et sur certaines étapes à la fin, elles auraient pu être pour Vauquelin. Et malheureusement, on a vu qu'il était un petit peu fatigué. Tirreno, est-ce que tu veux dire un petit mot? Je vais quand même mettre Tirreno quand même, parce que bon, ça fait partie de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Van Der Poel, mais surtout Del Toro qui confirme, qui remporte ce Tirreno. Moins d'écart, moins passionnant, moi j'ai trouvé. Après, je sais pas ce que t'en as pensé toi, Styros, mais... Bah moi justement j'ai bien kiffé. J'ai préféré Tirreno à Paris-Nice cette année. Ah bah Paris-Nice, alors oui, parce que Paris-Nice a été quand même... à part une étape que j'ai kiffé, le reste a été pas ouf. Néanmoins, j'ai trouvé... Ouais, pareil, c'est-à-dire que Del Toro, Jorgensen, j'ai trouvé ça fort, mais après Pellizzari, Johansen, Roglic, j'ai trouvé que c'était bon, mais je m'attendais presque à mieux en termes d'adversité, etc. Et finalement, ouais, non, j'ai presque été un petit peu déçu. Non, toi, t'as bien kiffé en tout cas. Bah Tirreno d'habitude on a à chaque fois au moins une étape avec un gros col, une grosse arrivée au sommet pour les grimpeurs. Du coup à chaque fois ça fait des écarts, t'as les grimpeurs habituels qui gagnent. Là cette année ils sont partis sur le principe de vraiment mettre que des... Limite c'était des classiques tous les jours. Il y avait que des étapes avec des petits murs dans tous les sens, pas de montagne du tout. Du coup, ça a fait une course assez ouverte. On a vu Van Der Poel très fort, on a vu Van Aert un peu aussi. Ouais, j'ai bien aimé. Chaque jour, c'était assez intéressant à regarder quand même. D'accord, donc ouais, t'as bien kiffé. Moi, j'étais presque un petit peu déçu. Alors peut-être que c'est parce que le parcours changeait un peu d'habitude. Et tu sais, les vieux, des fois, on a un peu du mal. On n'a pas notre petite étape de montagne, etc. On se dit, oh là là, y a rien. Bon, voilà. Non, mais après, en soi, ça s'entend de se dire que c'est des mini classiques comme ça. Ça pouvait être sympa. Bon, bah, Axo, je pense qu'il a pas trop suivi Tirreno. C'est pas la course de l'année non plus, quoi. Peut-être juste le résultat, quoi. Combien de kilomètres elle fait la course? Bah, c'est une semaine. Ah, c'est sur une. D'accord, c'est sur une semaine, ouais. C'est sur une semaine. Sans parallèle de Paris-Nice, c'est la même durée. Voilà, c'est la même durée. Il y a juste. Il y a un jour de décalage. Non, ça Ouais. commence. Ouais, c'est ça. Ça commence Ah, le c'est même. ça, ouais. Voilà, donc il y a juste un petit jour de décalage. Del Toro, qui fait partie un peu comme Paul Sexas de la nouvelle génération. Del Toro qui s'est fait quand même poutrer, j'ai envie de dire poutrer, oui, laissez-moi tranquille, je dis poutrer par Paul Sexas, alors qu'il lui a sucé la roue toute la journée. Donc, est-ce que ce type de parcours pour un Sexas dans peu de temps, est-ce que ce type de parcours c'est fait pour lui? Tu le vois vainqueur comme ça d'un Tirreno dans peu de temps? Bah l'année prochaine, quoi, maintenant. Bah, tout à l'heure, on en parlait. Il fait Pays Basque dans 2 semaines. Pays Basque, c'est littéralement la même course que Tirreno cette année. Pays Basque, il n'y a jamais de montagne. C'est tous les jours des étapes difficiles avec des petits murs dans tous les sens. Et il n'y aura pas trop d'adversité normalement. Bah, justement, le plus gros adversaire, ce sera Del Toro. On aura Del Toro contre Sexas à ce moment-là. Ce qui sera sympa à regarder. Hein. Donc là, c'est dans quoi? C'est dans à peine de. Ouais, dans 15 jours, ça va être quoi? Ouais, Début avril à peu près. Ouais, c'est ça. C'est la semaine avant Roubaix. D'accord, la semaine avant Roubaix, bon, au moins, faudra qu'on suive ça, voir un peu ce que ça donne.